Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, le système de santé québécois. Mais attention, on ne va pas juste en parler comme d'habitude. Non, non, on va essayer de regarder sous le capot pour comprendre pourquoi cette immense machine semble toujours sur le point de tomber en panne. Ah, cette phrase, on l'entend en boucle, n'est-ce pas? Dans les nouvelles, dans les discussions, c'est devenu comme un bruit de fond. Le mot crise, on l'utilise tellement qu'il a presque perdu son sens. Il décrit un symptôme, oui, mais il ne nous aide plus vraiment à comprendre ce qui se passe sous la surface. Et si c'était ça, le problème? Si le mot crise était en fait un mauvais diagnostic? Si, en se concentrant sur ce qu'on voit, les urgences qui débordent, les listes d'attente interminables, on passait complètement à côté de la maladie elle-même? C'est vraiment la question qui est au cœur de l'analyse qu'on explore aujourd'hui. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. L'idée centrale, la voici. Le problème du système de santé québécois, ce n'est pas d'abord un manque de ressources, c'est avant tout un problème de coordination. C'est un peu comme si on avait toutes les pièces d'un moteur hyper performant, mais qu'elles n'étaient pas bien connectées entre elles. Et c'est vraiment ça, le point de départ de toute notre réflexion. On ne parle pas d'un manque de budget, ni même d'un manque de personnel qualifié ou de lits. Non, on parle des connexions invisibles entre toutes ces composantes. Des connexions qui sont devenues défaillantes. C'est là, dans ces liens, que tout se joue. Commençons par ce qui saute aux yeux, le symptôme le plus connu, les urgences. Un taux d'occupation moyen de 121%. Ce n'est pas juste un chiffre, hein. Il faut imaginer un hôtel qui serait non seulement plein, mais qui aurait en plus des gens qui dorment dans les couloirs, en permanence. Dans le Grand Montréal, par exemple, on a passé 12 mois d'affilée sans une seule journée sous les 100%. Pas une. Mais là, attention. Le piège, ce serait de penser que c'est un problème des urgences. Regardez ce chiffre. Près d'un lit d'hôpital sur 5 est occupé par un patient qui a son congé, qui est prêt à partir, mais qui ne peut aller nulle part. L'objectif, c'est 8%. On est très loin du compte. Le blocage, en réalité, il ne commence pas à l'urgence. Et voilà. On arrive maintenant au cœur du réacteur. On va voir comment les différentes parties du système ne sont pas juste des problèmes isolés. Non, ce sont les maillons d'une chaîne, d'une boucle qui s'alimente elle-même. Voici la source du blocage. Le point de départ, ce chiffre. 3591 personnes. Ce n'est pas une statistique abstraite, ce sont des gens qui attendent une place en CHSLD et qui, sans le vouloir, paralysent tout le système qui se trouve en amont. Et ce graphique, il est incroyablement parlant. Regardez bien la portion de 25%. Ça veut dire qu'une personne sur 4 en attente d'un CHSLD occupe en ce moment même un lit d'hôpital. Voilà le lien direct. Ce sont ces patients qui occupent les lits dont on parlait juste avant et qui, par effet domino, empêchent les urgences de respirer. Et voilà la boucle, dans son ensemble. Suivez bien l'aisonnement. Ça commence comme ça, les CHSLD sont pleins. Du coup, les lits d'hôpitaux sont bloqués. Ce qui fait que les urgences débordent. La conséquence, on doit reporter des chirurgies. L'état de certains patients se dégrade, et où retourne-t-il? À l'urgence, bien sûr. Pour gérer tout ça, on impose du temps supplémentaire obligatoire, ce qui épuise le personnel. Le personnel finit par quitter, ce qui aggrave la pénurie, y compris dans les CHSLD. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est le fameux serpent qui se mord la queue. Vous savez, il y a un terme un peu technique pour ça, mais qui explique tout. La fragmentation de la résilience. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque département, les urgences, la chirurgie, les CHSLD, gère sa propre crise du mieux qu'il peut, mais ce sont les interactions entre eux qui créent une fragilité globale que personne ne voit vraiment de l'intérieur. C'est la définition même d'une machine invisible qui se brise. Bon, maintenant parlons de l'impact humain de cette machine déréglée. L'image qui vient tout de suite en tête, c'est celle d'un baril percé. On met beaucoup d'efforts pour recruter, pour ajouter du personnel, mais le système lui-même est la cause de la fuite. Alors là, on a un paradoxe qui est assez fou. Tenez-vous bien, le Québec n'a jamais eu autant d'infirmières qualifiées. Jamais. La bonne nouvelle, c'est qu'on forme des gens compétents. La mauvaise, c'est qu'on n'arrive pas à les garder. Près de 17% des nouvelles recrues abandonnent le navire dès leur première année. On forme du personnel pour alimenter un exode. C'est quand même incroyable. Alors, pourquoi elles s'en vont? La surcharge, l'épuisement. Et qu'est-ce qui aggrave cette surcharge? Eh bien, regardez ça. Le temps nécessaire pour remplacer quelqu'un qui part est devenu incroyablement lent. Avant, il fallait quelques semaines pour embaucher une infirmière. Aujourd'hui, on parle de plusieurs mois. Et hop, une autre boucle infernale, mais côté humain cette fois. Les lourdeurs administratives créent des manques sur le plancher. Pour combler ces manques, on utilise le temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO. Le TSO brûle le personnel en place, qui finit par démissionner, ce qui aggrave encore la pénurie. C'est une spirale qui s'auto-alimente. Et ce paradoxe de la quantité versus l'accès, on le retrouve aussi chez les médecins. On a plus de médecins qu'avant, mais pour beaucoup de gens, l'accès à un service semble plus difficile que jamais. Ça ne semble pas logique,
Et pourtant, c'est la réalité. Si on regarde juste les chiffres bruts, le Québec est même plutôt bon élève. On a plus de médecins de famille par habitant que la moyenne canadienne. En théorie, on devrait être dans une meilleure situation que bien d'autres provinces. Et pourtant, voilà la réalité du terrain. Près d'un demi-million de personnes au Québec sont des patients orphelins. Alors la question se pose, comment est-ce possible d'avoir plus de médecins, mais en même temps autant de gens sans accès à un suivi régulier? C'est le signe parfait que le système ne réussit pas à transformer la ressource en service. Et si on pensait que c'était compliqué pour les médecins de famille, pour les spécialistes, c'est un autre niveau. Le vérificateur général l'a dit très clairement. Le système officiel ne voit que 20% du problème. 80% des listes d'attente sont invisibles pour le ministère. C'est comme naviguer en plein brouillard en ne voyant que la pointe de l'iceberg. Comment peut-on gérer un problème qu'on ne peut même pas mesurer correctement? Bon, après ce constat un peu sombre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne parle pas ici de tout raser pour reconstruire, ni de dépenser des milliards de plus dans de nouvelles infrastructures. Non, les solutions proposées sont beaucoup plus chirurgicales. Elles ciblent la coordination. On parle de 5 leviers d'action très ciblés. Le premier, le plus important peut-être, régler la fluidité vers les CHSLD pour désengorger tout le reste. Le deuxième, implanter des ratios infirmières-patients pour que le travail redevienne soutenable et garder notre monde en poste. Troisièmement, rendre enfin visibles toutes les listes d'attente. Quatrièmement, stabiliser le nouveau mode de rémunération des médecins. Et enfin, et c'est crucial, accélérer l'embauche en arrêtant de lier ça à des coupes budgétaires. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. On ne parle pas de réinventer la roue ou de lancer des programmes pharaoniques. On parle de mécanique, d'identifier les engrenages qui sont rouillés ou cassés dans la grande machine et de les réparer. C'est une question de resserrer les bons boulons pour que le moteur reparte. Et on finit là-dessus, avec cette question qui, je crois, résume tout. Après avoir vu toutes ces boucles, tous ces paradoxes, si le vrai problème, la vraie pénurie, ce n'était pas celle des ressources, mais plutôt celle de notre compréhension collective de cette machine complexe. Et si en changeant simplement notre façon de voir le problème, on pouvait commencer à vraiment le régler. Merci d'avoir suivi cette réflexion.